On va maintenant écouter des hommes que leur métier a amené à vivre isolés. Donc il y a les spéléologues qui font des expériences et qui décident de rester plus de 100 jours sous terre. Et puis il y a aussi des cosmonautes, des spationautes, des astronautes. Quel est le terme français qu'on utilise? Cosmonaute. Cosmonaute, c'est on français. parle de cosmos, Oui. On ne parle pas de espationaute. Oui. Donc c'est cosmonaute. Et donc en ce moment 3 hommes qui sont dans l'espace au bord de la station orbitale Mir, 3 spationautes qui depuis 3 mois et pour encore 3 mois tournent donc autour de la Terre. L'un de ces hommes est français, il s'appelle donc Jean-Pierre Aigneret. On a pu le joindre hier juste avant cette émission. Avant d'écouter, peut-être regarder quelques images pour essayer de comprendre quelles sont les conditions de vie donc au bord de cette station, sachant qu'ils sont partis pour 6 mois. C'est le 20 février dernier à 5h18 que la fusée Soyouz a décollé de la base de lancement de Baïkonour pour rejoindre la station orbitale Mir. Un voyage de 2 jours, le temps de se mettre en orbite à quelques 300 km de la Terre. À bord de la station, un commandant russe, un expérimentateur slovaque et le français Jean-Pierre Aigneret, général et ingénieur. Cette mission est prévue pour durer au moins jusqu'au 23 août prochain. 6 mois pour les spationautes qui disposent de l'équivalent d'un 3 pièces pour travailler, manger, dormir et même faire du sport. Pour les moments de tranquillité et d'isolement, pas grand-chose, juste 2 petites cabines individuelles avec hublot, table de travail et sac de couchage. L'apesanteur privant les spationautes de tout repère dans l'espace, le sol a été recouvert d'une moquette vert foncé et les murs sont vert pâle. Les spationautes sont régulièrement en relation avec le centre de contrôle de Moscou. C'est grâce à cette liaison qu'une fois par semaine, généralement le week-end, ils peuvent parler à leur famille. Côté travail, les expériences menées sont multiples et d'abord sur eux. Les spationautes prennent en effet des mesures pour étudier leur forme physique en apesanteur, leur pression artérielle, leur rythme cardiaque et même leurs mécanismes cérébraux. Pour le reste, ils font de la biologie, ils travaillent sur les plantes et même sur la fécondation en absence de gravité. Quant aux meilleurs, c'est-à-dire les sorties dans l'espace, Jean-Pierre Aigneret et le commandant Afanassiev doivent en faire 2 en 6 mois. La première a eu lieu le 16 avril dernier, elle a duré 6 heures. 6 heures seuls dans l'espace dans un scaphandre de 100 kg, relié en permanence à la station par 2 cordons de sécurité pour éviter l'éloignement dans l'infini. Antonio Guel, donc je rappelle que vous êtes médecin au CNES, le Centre national d'études spatiales. Il y a forcément des traits de caractère. Il y a évidemment ce sont tous des types qui ont volé des heures et des heures. Jean-Pierre Aigneret a le grade de général de l'armée de l'air. Ce sont des types qui connaissent parfaitement les pressions qu'on peut connaître quand on décolle du sol. Mais ce sont aussi des types qui doivent apprendre à vivre ensemble dans un espace extrêmement confiné pendant 6 mois. C'est extrêmement long. Il faut quoi? Il faut quand même des Je crois qu'il faut rappeler quand même que le milieu spatial est un milieu hostile. L'homme n'est pas fait pour vivre dans l'espace. L'homme n'est pas fait pour vivre dans l'espace pour 3 raisons liées à la physique. La première, le cosmonaute, le spationaute est un apesanteur, donc il est en état physique comme s'il était en état de chute libre permanente par rapport au centre de la Terre. Le second aspect, qui est facteur d'hostilité, c'est que ce cosmonaute est soumis à un rayonnement qui n'est pas habituel, puisque le rayonnement solaire et extrasolaire est un rayonnement qui est filtré par les couches atmosphériques. Il n'y a plus d'atmosphère dans l'espace, puisque c'est le vide spatial. Et le troisième aspect, vous avez tout à fait raison, c'est l'isolement et le confinement. Ce sont deux phénomènes tout à fait différents. Isolement, c'est on est coupé du monde extérieur, mais vraiment coupé du monde extérieur. Quand on ira sur Mars, en 2020, 2025 à peu près, 2030, si je veux vous parler, vous allez recevoir ma réponse ou ma phrase 12 minutes après. Donc vous aurez ma réponse 12 minutes après. Donc une demi-heure pour échanger oui, non. Là, on est isolé. On est isolé par ailleurs quand on ira sur Mars. Pourquoi? Parce que c'est un voyage de non-retour, compte tenu de l'orbitographie. On ne pourra aller que vers Mars, compte tenu de la position de la Terre par rapport à la planète Mars. Donc l'isolement... On ne pourra pas rentrer? On pourra rentrer, mais après avoir atterri sur Mars, ou après avoir été en orbite autour de Mars. Donc je vous rappelle qu'un voyage sur Mars, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 24 à 28 mois. En tout, quoi. C'est 10 mois à l'aller, 10 mois au retour. Retour, 5-6 mois sur la planète Mars. Alors ceci veut dire que... On peut parler des vols habités, mais à grande échelle? Enfin, je veux dire... On pourra parler de vol habité. Alors le problème que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a aucun modèle expérimental au sol qui puisse permettre d'affirmer comment on devra composer un équipage amenés à vivre ensemble pendant 28-30 mois, sans qu'au bout de 48 heures, il y ait une guerre civile à bord de la navire, de la capsule. La question s'est posée, hein. Ils se sont demandé au début, ils se sont dit 3, puis après vous êtes venus à 2. À 2, vous êtes dit 3, c'est 2 contraintes, vous êtes repassé à 3, pourquoi?
Alors, c'était une anecdote que j'ai vécue personnellement dans les années 76-78 à peu près. On s'est rendu compte tout à coup que les Russes passaient de 3 à 2 cosmonautes. Pour éviter qu'il y en ait deux qui se lient contre un. C'était à l'époque, vous savez, où on ne parlait pas, où les Russes ne parlaient pas. C'était l'Union soviétique. Il y a quand même une déclaration du cosmonaute Ryumin. Qu'est-ce qu'il a dit, Ryumin? Ryumin a dit, après son premier vol, au bout de 2 mois de vol, il a écrit sur son journal de bord, la meilleure façon pour réaliser un meurtre, c'est d'enfermer 2 êtres pendant plus de 2 mois dans un espace de 18 pieds sur 20 pieds, ce qui correspond à peu près à 3 mètres cubes, l'équivalent d'une capsule spatiale type Apollo. S'ils s'engueulent les 3 aussi, un problème de santé un peu grave et qui doivent rentrer en catastrophe sur Terre, ça prend combien de temps? C'est arrivé à 3 reprises. Il y a eu 2 missions qui ont été avortées côté russe pour des raisons psychologiques, parce que les gens s'entendaient plus, d'incompatibilité d'humeur, tout à fait, et une mission qui a été avortée également côté russe pour des raisons purement médicales. Allez, on va partir donc là-bas. Donc on a, je vous le rappelle, joint Jean-Pierre Ignoret hier soir, qui est d'ores et déjà le recordman français de durée de vie dans l'espace. Il est donc au bord de la station Mir. J'ai joint hier soir, j'ai eu le droit donc à une fenêtre de tir de 10 minutes. C'était assez étrange. Exceptionnel, oui. C'est exceptionnel, ah bon, très bien, bah, tant mieux, merci à eux alors. Entre 20h02 et 20h12, dont nous avons extrait ce montage que nous vous proposons. Donc une conversation assez libre sur le thème qui nous réunit ce soir avec le premier cosmonaute français à passer autant de temps dans l'espace. Jean-Pierre Ignoret. Oui, je vous entends. Bonsoir Jean-Pierre Ignoret. Bonsoir. Vous êtes avec nous en liaison de la station Mir pour Ça se discute. À combien de kilomètres êtes-vous de la Terre actuellement? On est à une altitude moyenne de 370 km. C'est pas très loin, vous savez. C'est quoi? C'est Poitiers. Vous voyez la Terre? Oh, bien sûr, oui. En ce moment, on survole l'Europe qui est en train de tomber dans la nuit. Mais on a très bien vu tout à l'heure la France, la Gironde, le sud de la France, qui a l'air très beau. Il y a l'air d'y avoir un très beau temps. Ça fait maintenant 3 mois, mon général, que vous vivez à bord de la seule station orbitale qui gravite autour de notre planète. 3 mois qui sont passés à quel rythme? La vie à bord, eh bien, c'est une routine souvent, et puis des fois il y a des coups de bourre parce qu'il y a des anomalies qui se passent dans la station, donc il faut agir vite. Ou parce qu'il faut se respecter à un temps, puisqu'on travaille en équipe avec le sol. Pas de tension, pas d'engueulade? Il y a des engueulades parfois quand le boulot ne marche pas, quand ça va pas exactement comme on voudrait, quand on est confronté à des problèmes, qu'on pose des questions et qu'on n'a pas les réponses. Mais ça va pas très loin et ça se calme parce qu'on se connaît très bien. Vous vous sentez enfermé, général? Est-ce qu'on peut se sentir paradoxalement un peu enfermé dans l'espace? Non, je crois pas, franchement, parce que même si les hublots sont pas bien grands, dès qu'on met le nez au hublot, on a le regard ouvert sur le monde, on voit le monde entier, en plus on le voit vibrer au rythme des saisons, et c'est un spectacle absolument merveilleux, et on peut pas dire qu'on soit enfermé, au contraire, on domine le monde, on domine notre monde, et c'est intellectuellement et même sensuellement extrêmement plaisant. Il y a des périodes de lassitude, évidemment, mais elles ne sont pas très importantes. Vous êtes préparé comment à ces conditions de vie? Bien, je me suis amené un certain nombre d'occupations à bord, dont de la musique. Vous savez que j'ai un saxophone et ça c'est très gratifiant, ça me fait beaucoup de bien parce que ça me prend une certaine distance avec ce qui se passe tous les jours ici. J'ai amené des programmes pour apprendre le solfège, enfin me perfectionner en solfège, pour apprendre l'allemand parce qu'après je vais vivre à Cologne. Et finalement, j'ai pas le temps d'utiliser tout ça, vous voyez, parce que il y a tellement de choses à faire en permanence. Ne serait-ce que chaque fois qu'on met le nez à la fenêtre, on a envie de prendre une photo et un film. Quel est votre degré d'isolement exactement? Le plus grand isolement, si vous voulez, c'est ici un peu un isolement culturel. C'est que je me trouve avec deux Russes. Et le russe, malgré tout, la culture russe, c'est quelque chose de très exotique, même si maintenant je vis depuis 8 ans en Russie. Mais souvent, j'ai besoin effectivement de m'isoler pour retrouver ma culture. J'ai écouté du Georges Brassens, Barbara, ou même écouter du jazz. Ça, c'est essentiel et c'est très, très, très important de ne pas plonger complètement dans une culture qui n'est pas la sienne et garder son identité. Alors, vous ne les voyez pas, mais nous sommes ce soir sur un plateau avec des personnes qui ont vécu ou subi différentes formes d'enfermement. Donc des moines, des moniales, des otages, des gens qui sont passés par la prison. Est-ce que vous trouvez des points communs avec eux? Quels points communs? Je pense que mon sort est beaucoup plus enviable dans la mesure où d'abord je suis volontaire et ensuite, comme je vous l'ai dit, le spectacle que j'ai au travers de la fenêtre est merveilleux.
Cela dit, le fait même d'être dans un espace où de toute façon on ne peut physiquement pas sortir jusque dans 6 mois, ça reste quand même quelque chose, un sentiment assez proche. C'est une discipline, c'est un enfermement qu'on s'impose à soi-même et on se retrouve en face de soi-même. Et bon, moi je suis plutôt rassuré par ce que j'ai constaté, parce que je suis rassuré de voir que j'ai suffisamment de richesse pour même tenir. quand... oui, allez-y, je vous en prie. Pour tenir à mi-parcours général, la liaison va se terminer. En un mot, est-ce que vous serez content de revenir sur Terre ou est-ce que vous redoutez certaines choses? Non, bien sûr, je serais très heureux de retourner sur Terre parce qu'il y a là-bas des gens que j'aime et la Terre est quelque chose de merveilleux. Elle est merveilleuse vu l'espace et elle est merveilleuse aussi quand on prend l'ombre sous un tilleul. Vous savez, c'est un plaisir simple mais merveilleux. Merci Jean-Pierre Aigneret d'avoir été en liaison avec nous de Ça se discute. Il vous reste encore 3 mois à bord de la station Mir. Eh bien, bon vol et à bientôt sur Terre. Voilà, la liaison s'est terminée. La liaison s'est terminée à peu près comme ça, c'est-à-dire que là vraiment, au bout de 10 minutes, c'était 10 minutes. Hein, fait, oui. Et vous dites que c'est déjà beaucoup. C'est extraordinaire d'avoir eu 10 minutes sans rupture. Ok, je ne sais pas, vous tous qui êtes autour de nous, Jean-Pierre Aigneret nous a également dit que c'était des moments où on se retrouvait face à soi-même. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir connu des moments en commun avec ce qu'il disait lui-même? Vous voulez répondre à cette question? Oui, assez, on se retrouve face à soi-même, c'est vrai, mais pour ce qui est des cosmonautes, je crois que c'est limité dans le temps. Donc à partir du moment où on sait qu'on est là pour 7 mois ou 18 mois, on n'a pas du tout le même rapport avec l'isolement que lorsqu'on ne sait pas pour combien de temps on est voué à rester enfermé, isolé. Alors, je posais la question aux prisonniers, alors, parce que les prisonniers savent a priori pour combien de temps ils sont là. Non, pas obligatoirement. À peu près, quoi. À peu près, non. Bon, on sait qu'on n'est pas venu pour se laver les mains seulement. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire face à soi-même? J'en sais rien, moi. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas, face à moi-même. Moi, quand je suis face à moi-même, c'est-à-dire quand je pique le 10, c'est-à-dire je marque mes 5 pas de ma cellule, mes autres 5 pas, et là, je fais intervenir dans ma tête 58 personnages. Et je donne les réponses, je fais mes répliques. Voilà, c'est peut-être être ça aussi face à soi-même. C'est quoi face à soi-même, selon vous? Oui, c'est un peu ça, je crois. Se parler à soi-même, oui, c'est ça, c'est s'inventer des personnages. Je crois que s'inventer des personnages, s'inventer des situations, rêver, emprunter à la mémoire, mélanger les images, oui, fouiller dans les tiroirs complexes de la mémoire, essayer de partir de photos, dans des albums photos, essayer de remonter en arrière, essayer de corriger ce qu'on pourrait corriger dans le passé. Si on avait une petite gomme magique, on essayait de remonter tout ce qu'on peut changer. Ça, ce sont des moments où on a des regrets ou des remords ou... Oh, bien sûr, moi j'admire les gens qui vivent sans regret. Je crois que pour être sans regret, il ne faut jamais se trouver face à soi-même. Quand on se trouve face à soi-même, bien sûr, il y a des choses qu'on aimerait gommer, des moments qu'on aimerait vivre différemment, des choses qu'on aimerait dire à des gens, des moments d'hypocrisie qui n'auraient pas dû avoir lieu, des choses qu'on aimerait dire, et puis bon, comme on ne sait pas qu'il y aura un futur, que le futur est limité à la prochaine heure, au maximum, on se dit, oh, j'aimerais bien effacer tout ça. Et vous pensiez que vous resteriez combien de temps enfermé par les Tchétchènes? Vous pensiez à ça? Aucune idée. Initialement 3 mois, parce que la plupart des otages étaient détenus pour une période de 3 mois. Vous êtes resté presque 11 mois. Tentative de libération qui a échoué au bout de 3 mois, je savais que j'en prendrais pour beaucoup plus longtemps. Mais je crois que, bon, à l'inverse peut-être d'un prisonnier ou d'un cosmonaute qui sait quand il va retourner sur Terre, ou d'un prisonnier qui sait à peu près quand même quand il va sortir, pour nous, il n'y a pas de décompte. Vous ne saviez pas. Il n'y a pas de décompte contre un calendrier qui serait là. On compte les jours. Hein, chaque jour, c'est la survie. C'est la différence. Le prisonnier fait un décompte? Le prisonnier fait un décompte, mais c'est variable, parce qu'en fait, il y a aussi en France des peines à tiroir. C'est-à-dire que... Les remises de peine, il y a des remises de peine, mais il y a aussi des peines qui peuvent s'additionner pendant la détention. C'est-à-dire qu'on peut partir par exemple sur une peine de 10 ans, on sait qu'en gros sur 10 ans on en fait 7, 7,5, si tout se passe bien, et ça se passe rarement, et ça veut dire qu'à chaque fois c'est les remises de peine de l'année qu'on ne touche pas. Ça veut dire qu'on peut rentrer pour une peine de 6 mois et être au bout de 15 ans encore en prison. Je connais quelqu'un qui est dans ce cas-là. Face à soi-même, ça veut dire quoi pour vous? Vous avez eu le sentiment d'avoir été face à vous-même spécialement lorsque vous étiez en prison? Oui, ça m'est arrivé. D'ailleurs, moi j'ai fait un parallèle entre la prison et puis après la traversée de l'Atlantique, où il y a des choses qui sont trouvées similaires, de façon similaire à moi. Vous imaginez ce qu'il a vécu? C'est beaucoup plus court que ce que vous avez vécu en prison, mais il a été dans le noir. Ça c'est un truc que j'ai du mal à imaginer. J'ai vécu ça aussi, moi. Vous avez vécu ça aussi? Il y a quelques années, dans les cachots en France, c'est-à-dire qu'il y avait les mitailles, il y avait les cachots. Et dans les cachots, on était dans les sous-sols, où il y avait juste une toute petite trappe qui devait faire 15 cm sur 15. Et en général, ça se situe au niveau des parkings des surveillants et on était 2 fois par jour gazés par les gaz échappants, quoi. Donc moi, j'ai connu ça pendant 3 mois.
Donc en ne sachant pas pour combien de temps j'allais y rester non plus. D'accord. Ouais. Mais c'est pas comparable à ce qu'il a connu. 23h45 sur 24 dans le noir complet, quoi, chaque jour. Et quand ils allumaient la lumière, qu'est-ce qui se passait? D'abord, on cligne des yeux, il y a des troubles de la vue qui se manifestent, hein, tout est flou. Et puis après, on s'acclimate à la lumière, mais la lumière, bon, c'est une lampe à pétrole, ça n'éclaire pas beaucoup, ça sent mauvais. Donc par le fait qu'on ne voit pas, qu'on est privé de ce sens important, bon, il y a d'autres sens qui se développent, hein, je crois l'écoute, l'odeur. Vous apprenez à décrypter des tout petits signes qui viennent de loin, parce que c'est par compensation, quoi. Par compensation. Oui. Et puis je crois qu'on apprend à développer ces sens-là, hein, qu'on sous-utilise normalement quand on peut voir. Mais effectivement, par définition, imaginer le noir, c'est impossible. Parce que c'est le noir, ce n'est pas une chambre à coucher où il y a le cadran d'un réveil ou un petit trait de lumière qui passe sous une porte ou une fenêtre mal fermée. Ou même 15 sur 15 sur le parking des surveillants, même s'ils vous gazent, c'est un point de lumière, quoi, quand même. Donc il manque les images. Donc les images, il faut les inventer ou il faut aller les chercher dans la mémoire pour compenser. Pas tuer le temps parce qu'il n'en reste peut-être pas beaucoup, mais l'occuper. Quelles étaient vos occupations pour garder votre esprit en éveil? Alors là, je crois que ça rejoint un petit peu l'occupation de prisonnier, c'est se fixer une discipline et s'y tenir. Beaucoup de sport sur place parce que j'étais menotté à un câble qui était lui-même attaché à un lit. Donc j'avais à peu près 1,20 m de rayon d'action autour du lit. Qu'est-ce que vous faisiez comme sport? Courir sur place, abdominaux, musculation, stretching, toutes sortes d'exercices, 3 heures par jour à peu près. Prier 3 heures par jour, c'est une manière assez mécanique. Vous étiez croyant aussi? Je suis croyant. Vous l'étiez avant? Je l'étais avant. Il y a des choses auxquelles je crois peut-être plus, il y a des choses auxquelles je crois peut-être moins. Lesquelles? Le paradis, l'avenir, le futur, je crois. Ça c'est moins? Oui, non, il ne faut pas vivre pour ça. Et le plus? Le plus... Sur les choses auxquelles vous croyez plus maintenant? Je crois en l'humanité. Hein, parce que même dans la sauvagerie, dans les moments les plus durs, on arrive à découvrir des parcelles d'humanité chez l'autre, chez le geôlier. Ça prend du temps, c'est pas facile. Des fois, on les trouve pas, mais elle est là. Donc une certaine confiance dans la nature humaine. Elle est capable de beaucoup de sauvagerie, mais elle est aussi capable de belles choses. Beaucoup d'humanité.